Diko est une petite fille de 12 ans, timide, innocente, limite naïve. L'enfant couvé et surprotégée, mais elle était très douée et intelligente. Diko vit à Thiès dans un quartier nommé Madina Fall. Diko s'intéresse beaucoup à la culture, la musique, la danse et la littérature. Elle est assez spéciale comme fille, de par son habillement, ses goûts et sa façon d'être. Elle se distinguait rapidement des autres, car étant une iconoclaste et ne se fondait nullement dans la masse. Elle était même marginalisée dans la société, en tout cas dans l'environnement où elle évoluait, son quartier et l'école qu'elle fréquentait. En octobre 2006, Diko fait son entrée au collège, une école catholique dans la capitale du rail. Jour de rentrée, son papa l'accompagne jusque dans sa classe, tous les yeux rivés sur elle. Elle s'empressa de trouver rapidement une place pour ne pas trop retenir l'attention sur elle. Elle s'empressa de s'asseoir timidement près d'un garçon. C'était la seule place visible qui restait, et c'était devant. Le garçon s'appelait Moussa, qui était d'ailleurs très gentil et ouvert. Il la metta à l'aise, lui demandait son nom, mais vite, le professeur, M. Colli, les interrompit. « Chut, je risque de vous changer de place, mademoiselle. C'est quand même tôt, les bavardages, dis donc. » Et il renchérit. « Comment vous vous appelez ?» Et elle de répondre. « Diko Faye, monsieur. » « Bien. Cessez vos bavardages. Je vais vérifier si votre nom est sur la liste de présence. Diko Faye, c'est bien cela. Parfait. » Il continua tranquillement son cours de français. Diko, elle, répondait quasiment juste à toutes les questions que posait M. Colli. Elle était quand même assez futée et vive d'esprit, même si elle l'ignorait. La sonnerie de récréation retentit et les élèves se ruaient vers la cour de l'école. Quant à Diko, elle est restée assise. Son voisin de table, Moussa, un garçon très courtois, intelligent et très bien éduqué, se leva pour s'offrir un sandwich à la cantine de l'école et en proposa un aussi à Diko. Cette dernière refusa, prétextant qu'elle avait ramené quelque chose à manger et qu'elle n'avait pas tout de suite faim. En réalité, elle avait une pièce de 100 francs pour se payer un biscuit à ce prix. Ils reprennent les cours après 30 minutes de pause et finissent à 13h. Les journées continues commenceront la semaine suivante. Compte tenu de l'impraticabilité des bus de l'école, les premières semaines après la rentrée, Diko emprunta un Diagandiaï pour son domicile. Elle marcha près de 50 ou 100 mètres avant d'arriver chez elle. Des semaines passèrent et Diko commençait déjà à être victime de moqueries et d'intimidation de certains de ses camarades de classe. Étant de nature très douce et pacifique, pour ne pas dire faible, elle ne faisait que pleurer dans son coin. Et quand on la provoquait, elle s'empressait de demander pardon pour éviter toute confrontation. Un matin du mois de novembre, Moussa s'est absenté et un garçon du nom de Malik Antoine s'est volontairement assis à côté de Diko. Il devait être le plus âgé de sa classe. En tout cas, il était très grand de taille. Il était aussi très calme et discret. Finalement, Moussa, le voisin de table de Diko, s'est absenté toute cette semaine parce qu'il devait subir une opération des amygdales. Antoine, lui, avait tendance à s'approcher bizarrement d'elle, en plein cours, mais Diko restait toujours muette. Elle n'arrivait jamais à s'exprimer ou lui demander pourquoi il se rapprochait autant d'elle. Et hop, il essaya d'ouvrir la braquette de Diko, enlevait sa main et la remettait. Il répétait ce geste plusieurs fois, ayant peur que quelqu'un puisse s'en apercevoir. Diko, prise de peur, était restée muette. Elle n'arrivait même pas à bouger, comme hypnotisée. Elle était effrayée. Cette même après-midi, ils avaient un cours d'anglais avec M. Bodjan. M. Bodjan avait peut-être lu sur le visage de Diko que ça n'allait pas, et il faut dire que le rapprochement était quand même flagrant. M. Bodjan la fixa des yeux tout en se rapprochant de leur table pour voir ce qui se passait,
mais il a finalement décidé de continuer son cours, ce qui était un ouf de soulagement pour Diko, parce qu'elle avait peur qu'il croie une seconde qu'elle était consentante, alors qu'elle avait juste peur de réagir. Elle était tétanisée. En réalité, Diko se laissait trop faire, mais vous allez bientôt comprendre pourquoi. En début d'année, étant donné que les bus de l'école n'avaient pas encore démarré le transport des élèves, Diko passait les journées à l'école pour reprendre à 15h les cours. Entre 13h et 15h, elle se retrouva seule et Malik Antoine, avec ses longues jambes, son air sérieux et effacé, fit son irruption et s'approcha d'elle en lui demandant d'ouvrir sa braquette pour qu'il se couche sur elle. Ce qu'elle refusa enfin. Diko prit la fuite et depuis lors, il n'a plus jamais réessayé, peut-être par peur qu'elle le dénonce au préfet de leur section. Sauf que Diko s'est toujours tue. La pauvre ne faisait qu'encaisser ses humiliations qui portaient atteinte à son intimité, ainsi que les remarques désobligeantes sur son physique. Elle ne faisait guère attention à son habillement. Elle y portait très peu d'attention, ce que les autres ne faisaient guère. Ses camarades s'acharnaient sur elle. Elle subissait une vraie intimidation et ne se défendait jamais. Elle encaissait et encaissait encore. La vie et l'ambiance au collège n'étaient pas des plus roses pour Diko. Il était très difficile pour elle de tisser des liens d'amitié ou de s'imposer dans un groupe. On pourrait même dire qu'elle avait peur de ses semblables. C'est en se retrouvant seule qu'elle parvenait à être elle-même. Cette solitude lui procurait un sentiment de bien-être extraordinaire et de parfaite harmonie avec son moi. Chez elle était chouchoutée, couvée, limite surprotégée. Ses parents ne souhaitaient pas qu'elle sorte pour lui éviter la jungle où règne la loi de Talion. Elle était trop innocente pour la laisser à elle-même. Mais il faut dire que c'est un couteau à double tranchant, car en voulant trop la protéger, le cercle familial ne lui a pas appris à se défendre, à s'affirmer et à avoir confiance en elle. Puisqu'elle ne parlait pas, sa famille n'était pas au courant de ce qu'elle vivait. Elle est allée jusqu'à croire que cette intimidation et les remarques sur elle étaient fondées parce qu'elle n'avait aucune confiance en elle. Pourtant, elle avait toujours de très bons résultats, ce qui témoigne de son mental d'acier malgré les apparences. Malik Antoine avait quitté l'établissement l'année suivante. Et en classe de 4e secondaire, son ami Moussa avait aussi changé d'établissement dû au nombre de déplacements de son père qui était un diplomate. Il était en Allemagne, mais Diko et lui avaient toujours gardé le contact via MSN Messenger et High Five. 6 ans après, Diko se retrouve en classe de terminale. Elle sortait avec un jeune homme du nom de Mokhtar, un jeune adolescent issu d'une famille très aisée, mais d'une inconscience redoutable. Il a très tôt détecté la naïveté de Diko et a parié avec ses autres camarades de classe qu'il l'aura. Mokhtar était la vedette de l'école. Ah, j'oubliais. Diko était d'une beauté renversante, et ses traits fins témoignaient de sa splendeur qui laissait transparaître une innocence frappante. La nature l'avait gâté d'un joli visage et d'orbites profondes. Croyant vivre un amour innocent et pur avec Mokhtar, elle était plutôt sujet à des moqueries en douce, puisque ses camarades avaient compris le jeu de la vedette de l'école. Quelques mois plus tard, Diko est tombée enceinte de Mokhtar. Oui, Diko va avoir un enfant à l'âge de 18 ans. Résultat d'une adolescence difficile et d'une privation de liberté, entre guillemets. Diko ne s'est jamais amusée comme toute adolescente, d'autant plus que les sorties lui étaient interdites. Diko, pendant ce temps, ne faisait que dormir en classe et était devenue absentéiste. Elle n'apprenait plus ses leçons. Elle a fini par rater sa classe. Diko n'a pas passé l'examen du baccalauréat. Vous n'imaginez pas la consternation de ses parents lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Leur fille Diko, qui ne sortait jamais, qui avait reçu une éducation stricte, s'est retrouvée enceinte à l'âge de 18 ans. Un avenir hypothéqué peut-être. C'est un sacrilège de tomber enceinte ou même d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ce fut une honte dans la famille. La Diko sage, timide, bien éduquée est tombée enceinte. Les oncles, tantes, frères de Diko n'osaient pas y croire. Comment cela a-t-il pu bien arriver? Malheureusement, remonter le temps est impossible. Ils ont accepté le sort du bon Dieu, mais le vécurent difficilement. Elle devait encore subir le regard de la société après avoir vécu pendant son enfance une série de violences verbales et d'intimidation. 9 mois après, Diko mit au monde un mignon petit garçon du nom de Suleiman.
homonyme de l'oncle de Mokhtar. Les parents de Mokhtar souhaitaient qu'il épouse Diko après l'accouchement, mais le père de Diko s'y est farouchement opposé. Il était inconcevable et impensable pour lui de donner la main de sa fille à un garçon aussi irresponsable. Diko accepta la décision de son père. Elle ne pourrait pas passer le restant de ses jours avec un homme qui a manqué de sincérité et s'est joué de ses sentiments, même s'ils étaient déjà liés à vie. Après le sevrage de son fils, Diko s'installe à Dakar avec l'accord de ses parents chez sa badiane Rabi pour reprendre ses études, mais surtout reprendre sa vie en main en évoluant dans un environnement presque inconnu où personne ne la connaissait. Rabi décrocha son bac avec la mention bien. Elle a par la suite suivi des études en transport logistique et a même trouvé un travail au port autonome de Dakar. Diko n'avait gardé de contact qu'avec son voisin de table de la 6e, Moussa, qui était un très bon ami. Moussa travaille maintenant dans une entreprise en France après y avoir suivi son parcours universitaire dans l'une des plus grandes écoles de la ville de Paris. Elle n'a plus jamais entendu parler de Malik Antoine. Elle avait coupé les ponts avec toutes ces personnes toxiques qui l'entouraient. Suleiman, fils de Diko, vivait désormais chez son père Mokhtar. Il venait souvent à Dakar passer les vacances avec sa maman. Un 23 décembre, Mokhtar, ses anciens camarades et sa nouvelle petite amie décident de passer ensemble les fêtes entre Mbour et Dakar jusqu'au 2 janvier. Ils empruntèrent la route pour Dakar après le crépuscule. Mokhtar, au volant, est éclipsé par les phares d'une voiture qui venait dans l'autre sens, puis dérape et perd le contrôle de la voiture. Il se dirige tout droit vers un arbre et le cogne brutalement. Un choc très violent. Les témoins de l'accident qui habitaient les cases à côté ont appelé les secours. Et tout de suite, un cercle de campagnards se formait et semblait stupéfait. Bien sûr qu'ils étaient scandalisés par la violence de cette collision. Si vous y étiez, je vous aurais dit, âme sensible, s'abstenir. Les piétons et campagnards ne se sont pas approchés de la voiture qui était grandement amouchée. La fumée se propageait et l'huile coulait abondamment. Ils ne s'éloignèrent pas pour autant. Heureusement, il y a parmi eux qui ont eu l'intelligence d'appeler les secours pour signaler le grave accident qui venait de se produire. Pendant ce temps, aucun signe de vie, aucun son qui pouvait ressembler à une sirène d'ambulance, à part les mélodies que chantait Dame Nature. Le vent. Soudain, l'un des piétons qui s'avérait être un jeune étudiant en médecine qui était en mission dans un village avoisinant se rapprocha. Il essaya d'ouvrir la portière de la voiture, posa un pied sur le rebord de la portière, puis tira de toutes ses forces le loquet, en serrant ses dents comme s'il avait d'un coup d'atroces douleurs. Il essaya une fois, 2 fois, mais rien. Un autre quitta la foule des commères et spectateurs pour filer un coup de main à l'étudiant. Impossible de l'ouvrir. Ils ont finalement cassé le pare-brise arrière, qui était déjà bien fissuré, et ont ouvert la portière arrière-gauche de l'intérieur. Les 2 amis de Mokhtar avaient cogné le pare-brise avant de la voiture. Ils n'avaient pas attaché leur ceinture. Le jeune étudiant allongea l'un sur le siège arrière, tâta son pouls pour vérifier s'il respirait toujours. Son cœur ne battait plus. Idem pour l'autre ami. Le choc fut très brutal et le cerveau n'a pas pu résister. Sûrement une hémorragie interne. Tous les yeux rivés sur les 2 jeunes hommes, les mains sur leur crâne, comme si ils avaient été arrêtés et furent ordonnés de garder haut les mains. Des cris par-ci, par-là. Cette scène était horrible. Avec l'aide du jeune homme, il les sortit un à un et les coucha sur le sol. Le jeune étudiant ordonna à l'autre d'enlever leur blouson pour leur couvrir le visage. Qu'en est-il de Mokhtar et de sa petite amie? Pendant que l'autre couvrait les 2 amis, le jeune étudiant était déjà en train de s'enquérir de l'état du chauffeur, qui était Mokhtar, et sa copine qui occupait le siège avant.
Ils avaient tous les deux attaché leur ceinture. Respiraient-ils toujours? On ne sait pas. Mokhtar avait la tête sur le airbag qui avait bien gonflé. Il avait du sang partout sur lui. L'étudiant retroussa les manches de sa chemise, regarda sa montre en 2 secondes. Il était déjà 20h20 à sa montre. La route n'était pas bien éclairée. Seules les voitures qui passaient lui servaient d'éclairage. Il demanda à l'autre jeune homme d'essayer de redresser la fille avec les gestes qu'il fallait pendant qu'il vérifiait le pouls de Mokhtar. Avant qu'il ne termine sa phrase, on entendait au loin la sirène des ambulances. Elle ne devait pas être loin. Le jeune étudiant, d'un geste, se redressa et d'un pas, puis deux, s'éloigna de la voiture comme s'il venait de faire quelque chose d'illégal. Dans les secondes qui suivirent, l'ambulance arriva sur les lieux de l'accident et derrière elle, il y avait les gendarmes. Les ambulanciers descendent, éloignent les spectateurs pendant que les gendarmes faisaient le constat. Le jeune étudiant s'approcha des ambulanciers pour les guider et leur expliquer l'état des victimes et qu'il y avait déjà 2 morts. Sans le laisser continuer, ils lui ordonnèrent de s'éloigner et se dirigèrent vers la voiture où Mokhtar et sa copine étaient toujours. Il fallait les sortir vite avant que la voiture ne prenne feu. 2 ambulanciers se penchèrent pour vérifier à leur tour s'ils étaient réellement morts. C'était malheureusement le cas. Le 3e a constaté que Mokhtar respirait toujours, ainsi que sa copine. À cet même instant, les 2 amis de Mokhtar étaient déjà dans l'une des ambulances, couverts d'un tissu blanc. Du côté des gendarmes, il fallait faire un constat et recueillir toute autre information utile afin de retracer les circonstances de l'accident, mais l'urgence était, si possible, d'apporter les premiers soins aux 2 victimes, qui étaient entre la vie et la mort, ou les conduire directement à l'hôpital. Ils étaient en train de perdre beaucoup de sang. Ils ne perdirent pas plus de temps. Le jeune étudiant voulait lui aussi entrer dans l'ambulance dans laquelle se trouvaient Mokhtar et sa copine. Et le jeune étudiant s'introduisit dans la 2e ambulance. Il semblait si familier avec les blessés. Il éprouvait beaucoup de compassion pour eux. Il a alors menti en disant qu'il était un ami proche des victimes et qu'il est aussi étudiant en médecine. La seule vérité dans cette phrase, bien sûr. Elles avaient alors quitté le lieu en direction de l'hôpital le plus proche. Mokhtar et sa copine étaient dans un état piteux. Ils ont tenté par tous les moyens d'arrêter le sang. La jambe droite de Mokhtar était visiblement déchiquetée, en plus des blessures au front. Les tessons du pare-brise de la voiture faisaient désormais partie du décor de la robe fleurie que sa copine portait. Ils étaient toujours inconscients, mais respiraient encore. À Dakar, voilà presque 10 ans que Diko vit avec sa tante Rabi et sa cousine Awa. Elles sont en pleine préparation des fêtes de fin d'année. Toutefois, Diko risque de les faire faux bond. Malgré le rush au bureau entre les évaluations et les audits, elle a quand même pris 2 semaines de congé en cette fin d'année puisqu'elle ne s'autorisait jamais des moments de répit. Elle était trop passionnée, cette Diko. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va passer les fêtes avec ses parents à Thiès et son fils Suleiman, le chouchou de la famille. Suleiman avait 8 ans. Diko avait prévu de se rendre à Thiès le matin du 24, juste après le déjeuner. Elle avait hâte de retrouver son fils et de passer des bons moments avec la famille. La nuit lui semblait beaucoup plus longue que d'habitude. Elle décida alors d'appeler Moussa, histoire de papoter un peu au téléphone. Elle ne s'était pas fait beaucoup d'amis à Dakar. Elle n'en a d'ailleurs jamais eu, à part son cher Moussa. De toute façon, vous la connaissez bien maintenant. Se faire des amis était loin d'être le fort de Diko. Elle prit son téléphone et vérifia si Moussa était en ligne sur WhatsApp. Elle regarde l'heure. Il était 22h et déjà minuit à Paris où vivait Moussa. Elle essaya quand même de l'appeler. Après 2 sonneries,
Il décrocha son téléphone et d'un ton nostalgique et taquin à la fois, lui dit « Yeah, what's up, Diko, ma très chère Diko, que se passe-t-il encore? Il est minuit, je te montre tant que ça. » Et elle lança un pfff, n'importe quoi. « Oui, je sais, il est minuit. Auma droit à Walla? N'ai-je pas le droit de t'appeler? » « Ok, j'ai coupé sur mon téléphone. Je raccroche. Sauf. » Et Moussa se précipita en lui disant « Mais non, je déconne, folle. » Et ils rirent ensemble. Moussa lui demanda des nouvelles de son fils Suleiman et de son papa Mokhtar. Elle rétorqua « J'ai eu son grand-père ce matin. Il me l'a passé et on a longuement discuté. Il ne raconte que des bêtises. Ce petit. D'ailleurs, je dois me rendre à Thiès demain matin pour passer les fêtes avec lui et la petite famille. Par contre, je n'ai pas eu de ces nouvelles Mokhtar. Ça doit faire une semaine environ. » Et Moussa de dire « Ah, c'est bien ça, la chance. » Il lui demanda de deviner qui il avait croisé dans le 18e en allant faire ses courses. C'était Louise, celle qui passait tout son temps à se moquer de son physique et qui ne cessait de la provoquer. Décidément, elle essayait d'intimider tout le monde, cette petite. Diko avait oublié cette fille, mais tout de suite les souvenirs lui revinrent. Elle ne pensait pas à elle, mais plutôt à tout ce qu'elle lui a fait subir quand elles étaient plus petites. Moussa comprit le silence de Diko et changea automatiquement de sujet et lui dit « Mais sinon, tu as des nouvelles de qui à part moi ?» Diko baille sauvage. Et il enchaîne. Mais que devient le garçon très grand là et bizarre qui aimait tout le temps s'asseoir près de toi quand je m'absentais? Tu te souviens? Il voulait toujours faire partie de ton groupe de travail aussi. Je suis sûre qu'il était amoureux de toi. Et poussa un rire moqueur. Comment il s'appelait encore? Et Diko lui dit Tu parles de Malik Antoine? Non, je n'ai plus de ses nouvelles. Vous avez quitté l'établissement la même année. Pourquoi me demandes-tu d'un coup de ses nouvelles? Et Moussa de répondre Non, rien, c'est sûrement à cause de celle que j'ai rencontrée aujourd'hui, Louise. Bon d'accord, je t'appelle demain ma chère. Tu m'envoies un message avant de partir à Thiès et n'oublie pas de saluer la famille et Tata Binta de ma part. Tata Binta était la maman de Diko. Ils raccrochèrent leur téléphone. Et dans la même seconde, Diko recevait un appel de son père. L'hôpital venait d'informer le papa de Mokhtar du terrible accident dont il venait d'être victime, ses amis et lui. Les médecins ont sûrement dû voir le numéro sur le téléphone de Mokhtar, qui était toujours dans sa poche. Dans les minutes qui ont suivi, l'essentiel de la famille a été mis au courant du drame qui venait de se produire. Ce n'était pas la grande amitié entre Diko et Mokhtar, mais il restait le père de son fils. Elle demanda à son père d'abord comment il se portait. Il le rassura et lui dit qu'il était dans le coma. Ils ne pourront pas le voir, mais les papas étaient déjà en route pour l'hôpital. Diko eut des maux de ventre instantanés. Comme on dit, le stress a s'y retombé. Elle a tout de suite eu une diarrhée. Elle tremblait de partout. Elle avait le cœur qui battait la chamade. Elle avait peur pour Mokhtar et pensait aussi à son fils. Un orphelin de père à un si jeune âge? Elle pensait déjà au pire. Diko alerta sa tante Rabi et sa cousine et demanda au chauffeur de la maison de la conduire tout de suite à l'hôpital de Sébikotane. Elle ne pouvait plus attendre le lendemain pour se rendre à Thiès. Elles se proposèrent de l'accompagner. À l'hôpital, le jeune étudiant en médecine observait la scène. Mais que faisait-il toujours là? Mokhtar et sa copine étaient tous les deux dans un sommeil profond. Lorsque les médecins lui ont demandé d'appeler un membre de leur famille, il déclara que son téléphone était éteint et qu'il n'a pas les numéros en tête. Et c'est ainsi qu'il suggéra de vérifier dans la poche de Mokhtar. Son téléphone devait sûrement y être. Mais pourquoi faisait-il tout ça encore une fois? Le médecin lui a demandé de rentrer et de revenir le lendemain, ce qu'il accepta. Il n'allait sûrement plus revenir, d'autant plus qu'ils étaient de simples inconnus. Il se demandait lui-même ce qu'il faisait là-bas précisément. Il devait être de garde le lendemain, très tôt, dans le village où il était en mission. Arrivé au portail,
Il remarqua qu'il avait oublié son téléphone sur le banc de la salle d'attente. Il rebroussa chemin. Le jeune étudiant prit son téléphone et lorsqu'il se retourna, avança de 3 pas, il vit 2 filles et une adulte qui étaient presque en train de courir en se dirigeant vers la salle, comme si elles cherchaient quelqu'un. On pouvait lire l'angoisse sur leur visage. Plus elles se rapprochaient, plus le jeune étudiant reconnaissait la silhouette de l'une des filles. C'était Diko. Oui, il ne se trompait pas. C'était bien elle. Diko s'arrêta brusquement, ramena sa tête en avant, puis écarquilla ses yeux pour bien voir. Elle était subitement devenue myope, mais c'était bel et bien Malik Antoine qui se tenait devant elle. Le cœur de Diko battait 100 à l'heure, et aussitôt, elle est retournée 15 ans en arrière au collège catholique de Medina Fall dans la capitale du rail. Ces nombreuses fois où elle devait subir en plein cours des attouchements de la part de Malik Antoine alors qu'elle restait figée, comme hypnotisée. Le comportement non-verbal de Diko l'avait trahi. Malik Antoine avait tout de suite compris que Diko le reconnaissait. Sa réaction fut spontanée. Kon dafa melni lu la bett mën la. Diko n'a même pas fait attention aux habits tachetés de sang que Malik Antoine portait. Pendant ce temps, Awa, la cousine de Diko et sa maman, se dirigent vers le réceptionniste médical. Tante Rabi lui dit: ñun de dañ ñu woo sama jabaat moo fi nekk ak benn xale bu jigéen bu mu àndaloon dañoo def accident ci yoonu Thiès bi. Mon neveu et une fille ont été conduits ici. Ils ont fait un grave accident fu ñu nekk. Yow Diko, kaay looy taxaw mu yéen. Viens, tu restes debout comme ça. Et sa fille Awa ajouta: Kii dafa dof, elle est folle cette fille. Masul normal. Diko ne les entendait même pas. Pendant que tante Rabi et Awa s'entretenaient avec le réceptionniste, un médecin arriva et demanda si elles étaient de la famille de Mokhtar. Tante Rabi répondit: Oui, c'est le papa du fils de ma nièce Diko. Elle est là-bas. Comment va-t-il? Yehouna, il est réveillé. Le médecin rétorqua: Il est dans le coma, la fille aussi, mais l'état de la fille se stabilise. On a espoir. Allahu Akbar, enchaîna tante Rabi. Mokhtar nak, qu'en est-il de Mokhtar? Ay sama sa dina ñàkk baay di. Waay, que va devenir son fils? Il est si jeune. Et le médecin rétorqua de nouveau: Calmez-vous, madame. Où est le père du jeune homme? Il n'est pas encore là? Elle rétorqua: Non, ils doivent être en chemin. Ils viennent de Thiès. Tchei, dit Awa, tout bas, avec un ton compatissant et mitigé à la fois. Elle ne comprenait pas la réaction démesurée de sa maman. La timidité de Diko refit surface. Il l'avait traumatisée. Elle fuyait le regard de Malik Antoine et fit semblant de regarder son téléphone, comme si elle ne le reconnaissait pas. Elle pensa tout de suite envoyer un message à Moussa pour lui dire qui elle avait rencontré. Tchei, Moussa tamit de sonona. Et pourtant, l'urgence était de s'enquérir de l'état de Mokhtar, qui était entre la vie et la mort. Finalement, il faut dire qu'il était facile à perturber cette Diko. Du moins, jusque-là. Attendons encore un peu. Malik Antoine s'était rassis sur le banc où il avait laissé son téléphone. Il avait un peu honte, mais il se disait en même temps que Diko avait peut-être oublié tout ça. Diko, de profil, était restée debout, scotchée sur son téléphone. Elle cherchait l'application WhatsApp et glissait de gauche à droite pendant plusieurs secondes. Elle regardait son téléphone pour ne rien voir. Malik Antoine se leva et alla vers Diko. Il posait chaque pas en la fixant. Il se disait: Regardez-la, elle est terrifiée. Avait-il réellement changé ce Malik Antoine? Il faut dire qu'il avait quand même du cœur après ce geste qu'il avait posé. Lorsqu'il se retrouva en face de Diko, il prononça son nom et tout de suite, Diko leva la tête
Elle rétrécit ses yeux avec un visage stressé et plissé. Oui, Malik Antoine, c'est bien toi? Il répondit. Ouais, tu n'as pas changé, Diko. Tu as toujours ce joli visage. Mais tu es sûre que tout va bien? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as l'air très anxieuse. Tu as pleuré ou quoi? Diko rétorqua. J'ai un ami qui a fait un grave accident et il a été conduit ici. Mais où sont passés Tante Rabi et Awa? Faut que j'y aille. Et Malik Antoine la retenait par la main en lui disant. Non, Diko, attends, tu ne peux pas partir comme ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Le garçon qui a fait l'accident est ton ami? On est arrivés ensemble. J'ai été témoin de l'accident et je ne sais même pas ce que je fais ici. J'étais juste de passage. Tu sais, Diko, j'ai fait médecine et je servais dans un village à côté. J'ai même essayé de les secourir. J'étais aussi dans l'ambulance. Ouais, j'étais dans l'ambulance avec eux. Malik Antoine devenait subitement bavard. Diko se disait, il pense vraiment que j'ai oublié son comportement salace et vicieux? Mais on dirait qu'il a changé, il a quand même eu pitié des inconnus. En plus, il a l'air mature, il est devenu un bel homme. Le son de la voix de Malik Antoine fit sursauter Diko quand il rétorqua. Eh oh, Diko, tu m'entends? Bon, laisse-moi ton numéro s'il te plaît, je dois partir, je dois être de garde demain, il faut que je retourne au village. Diko lui dit. Non, écris plutôt ton numéro, je te ferai signe. Malik Antoine prit le téléphone de Diko et ajouta son numéro dans son répertoire. Son téléphone sonnait en même temps. C'était sa cousine Awa qui l'appelait. Mais Diko, où es-tu? Tu es trop bizarre toi, dos change mouk. Prends ta gauche et au fond, tu me verras. Et elle raccrocha. Diko roula ses yeux, lança un et avança en regardant de gauche à droite pour s'orienter. Elle arriva alors que Tante Rabi était au téléphone avec son frère, le papa de Diko. En réalité, Tante Rabi est la badiane de Diko, mais pour ne pas se sentir vieille, cette appellation lui convenait parfaitement, ce qui fait que tout le monde l'appelait Tante Rabi. À Thiès, c'était le désarroi. Morphée avait déjà accueilli dans ses bras le petit Suleiman. Les mamans ne pouvaient plus tenir debout. Le stress avait bien une odeur ce jour, dans leurs demeures respectives. Les parents de Mokhtar et de Diko étaient déjà partis. Ils ont été conduits par le chauffeur du père de Mokhtar. Il était déjà 0 heure passée de 15 minutes. Il n'était plus très loin de Sébikotane. L'hôpital se trouvait juste à l'entrée. Excepté les mélodies de leur téléphone à l'annonce d'un appel entrant, il faisait un silence de cimetière dans le véhicule. Seul le bruit de l'égrenage de leur chapelet y mettait de l'ambiance et accompagnait ce silence bruissant. Un silence qui murmurait, un silence qui parlait, un silence qui criait. Oui, ce silence disait être triste. Il disait être austère. Et de surcroît, était noir et sempiternel. Il n'y avait presque pas de voiture à cette heure de la nuit. Elle roulait bien, mais prudemment. Arrivé à destination, le papa de Mokhtar se dirigea de pied ferme vers la salle d'attente, pendant que le père de Diko, d'une démarche nonchalante, le suivait. Ils croisèrent Tante Rabi, Diko et Awa. Les yeux du père de Mokhtar étaient tout rouges. Tante Rabi se leva et courut vers eux. Elle salua le papa de Mokhtar et le rassura. Diko regardait son père avec un air déboussolé et triste. Il la prit dans ses bras et lui murmura. « Mokhtar verra son fils grandir, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. » Elle salua respectueusement le père de Mokhtar qui était lui aussi désemparé. Diko et Awa s'assirent ou plutôt s'affalèrent, puis Tante Rabi et les papas irent ensemble voir le médecin qui s'occupait de Mokhtar et de la fille. Arrivés devant la porte, ils toquèrent et le médecin les accueillit et demanda à Tante Rabi de le laisser seul avec eux. Elle devint subitement hystérique.
Mais pourquoi? Docteur, ce n'est pas normal. Non, madame, laissez-moi m'entretenir avec les hommes, s'il vous plaît. Le téléphone du papa de Mokhtar n'arrêtait pas de sonner. C'était son épouse. Il décrocha et lui dit qu'il était avec le médecin et qu'il allait la rappeler et de garder son sang-froid. Il répondit « C'est moi, Monsieur Seck. Lui, c'est Monsieur Faye, qui est mon papa et qui dure domam. C'est le père de la maman du fils de Mokhtar. Elle est à l'accueil. » Et le médecin enchaîna. « Je vais vous demander de rester très fort. » Et aussitôt, de manière simultanée, ils hochèrent leur tête de gauche à droite. C'était la fin pour leur fils, se disait-il. Le médecin leur dit non, mais qu'il était dans un état très critique. Il a perdu beaucoup de sang et qu'il était en réanimation, de même que la fille avec qui il était. Leurs deux amis étaient morts. « Allahu Akbar !» cria Monsieur Seck. « Moi, mon chef de quartier, ak Ndiaye, ils étaient ensemble, effectivement. » Monsieur Faye renchérit. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Toute âme goûtera à la mort. Ils étaient si jeunes. Je ne saurais mesurer leur tristesse à l'annonce de cette nouvelle. Le médecin leur présenta ses condoléances et se pencha à nouveau sur la situation de Mokhtar. Mokhtar a perdu beaucoup de sang. Si toutefois il se réveille, nous avons espoir. Sa jambe droite sera malheureusement amputée. L'idéal aurait été de le faire avant l'aube. Nous aurons tout de même besoin de votre accord. À ce même instant, une infirmière est entrée brusquement dans le bureau où se trouvaient M. Ndiaye et M. Faye, en criant « Docteur, venez voir vite l'état de la victime, vite !» Le chapelet de M. Seck tomba, et puisqu'il avait posé ses pieds sur ses babouches, il oublia de les porter et sort du bureau. Diko, Awa, Tante Rabi, d'un ton synchronisé, « Le xew, mbaa jàmm ?» et se mit à courir derrière eux. Le médecin d'un ton sec les exigea de rester là. Ils ne pouvaient quand même pas les suivre dans la salle. Pendant ce temps, ils étaient en train de formuler des prières et louer tous les noms d'Allah. En tout cas, parmi les 99 qu'ils connaissaient. Des La ilaha illallah, ndeysaan. Ils ne pouvaient ni s'asseoir ni rester debout. Ils faisaient les 100 pas, allaient et revenaient. En fait, ils étaient en train de tourner sur eux-mêmes. Une demi-heure après, le médecin revenait et personne n'osait aller vers lui. Il l'attendait debout. Monsieur Seck était devenu d'un coup très fort et prêchait en faisant des rappels. Les filles étaient déjà très hystériques. Le médecin arriva et demanda qui connaissait les parents de la fille. Lugadal, Mbadjam. Elle a finalement rendu l'âme. Sans aucune empathie, Docteur Ani Mokhtar. Et il répondit. Il dort toujours, son état se stabilise. Nous sommes à Thiès. Il est exactement 9h32 et 26 secondes. Un récital de Coran est organisé ce jeudi au domicile de M. Seck. Les Hafiz s'étaient réunis dans le grand salon et récitaient les magnifiques sourates du Saint-Coran. Les femmes étaient dans la cuisine en train de préparer le sanglé, appelé lach, à distribuer aux invités. Le lach est une bouillie de mil épaisse accompagnée de lait caillé. En pleine discussion et de distribution des tâches aux dames de maison, Tante Rabi s'éloigna et se dissimula dans une chambre, le téléphone à la main. Elle s'entretenait avec son féticheur. La maman de Mokhtar demanda à Diko d'aller voir s'ils avaient terminé le récital pour qu'elle puisse distribuer le lard. Lorsqu'elle traversa la véranda, elle entendit son nom provenir d'une chambre.
elle reconnut la voix de Tante Rabi. Elle était intriguée. Elle se rapprocha, puis tendit son oreille. Tante Rabi était en train de remettre à l'ordre son féticheur. Dama laa waxoon buy dem Thiès bu mu dellu si. J'en ai marre de cette fille qu'on veut m'imposer. Def naa lu nekk pour yàq àddunaam. Masuma bëgg sëyu ndeyam ak sama mag. J'avais espoir quand elle est tombée enceinte. Mais voilà qu'elle a son travail. Tout se passe bien pour elle. Ma fille est à la maison. Pas de mari, pas de travail. Xelu jàng sax amu ko. Dama ne Dicko bu mu gën demin sama doom. Le féticheur lui fit savoir que le sort est tombé sur quelqu'un qui a un lien fort avec Dicko. Si ce lien n'est pas représenté par un enfant, c'est alors son frère ou sa sœur. Et cette même personne a causé beaucoup de tort à Dicko. Cette nuit, ses djinns lui ont soufflé que cette fille était trop pure et qu'elle avait un bon cœur. Sa maman aussi est une épouse exemplaire. Tante Rabi lança le téléphone et s'assit désemparée sur le rebord du lit. Dicko courait pour sortir de cette maison. Ses larmes coulaient. Elle voulait aller très loin, mais très loin. Elle courait dans tous les sens, sans savoir où elle allait. Sa cousine Awa et ses parents essayaient de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Dicko tenta d'appeler Moussa pour se confier, mais elle n'arrivait pas à le joindre. Il devait être au travail à cette heure. Elle se dit: pourquoi ne pas appeler Malik Antoine? Il n'est pas loin de la ville et apparemment, il a beaucoup changé. Elle recherche son nom dans son répertoire et l'appelle. Aussitôt, Malik Antoine décrocha son téléphone. Allô, c'est qui? C'est moi, Dicko. Ah, Dicko. Ah, Dicko, ça me fait plaisir, mais tu pleures? Ton ami, il est décédé? Non, je veux te voir. Tu es où? Je suis de passage à Thiès pour récupérer un colis. Je dois retourner au centre de santé au village. Tu es où? Que se passe-t-il? Parle-moi, Dicko. Dis-moi où tu te trouves, je viens te prendre, on fait le chemin ensemble, tu me raconteras. Une demi-heure après, Malik Antoine était là, devant Dicko. Dicko ne disait rien. Elle était restée muette. Malik Antoine insistait toujours et Dicko versait de chaudes larmes. Arrivé devant sa chambre, une case moderne, Malik Antoine descendit avec elle et lui demanda de se reposer. Ils discuteront le soir de ce qui la mettait dans cet état. Jeudi, à 0 heure, Malik Antoine se libère et rentre chez lui. Il trouva Dicko assise sur le canapé, en train d'échanger des messages avec Moussa. Il lui demanda si tout allait bien, si elle avait mangé. Dicko lui dit oui, qu'elle avait réchauffé le plat qu'elle avait trouvé dans le frigo. Malik Antoine s'assit dans l'autre canapé, lui faisant face et entamèrent une discussion profonde. Dicko lui avoua tout, que le jeune homme était en réalité le papa de son fils, qu'elle n'était pas mariée, mais Mokhtar s'était joué de ses sentiments à l'époque, quand ils étaient au lycée, et que depuis son enfance, elle n'a connu que des difficultés. Et voilà que sa badienne, avec qui elle a vécu plus de 10 ans, ne l'a jamais aimée. Malik Antoine, à son tour, lui raconta des secrets bien enfouis, des secrets qu'il avait gardés depuis tout ce temps. Malik Antoine était en réalité victime d'attouchement. Il se rappelle de sa nounou, qui lui faisait des attouchements et plus tard, elle abusait de lui quand personne n'était à la maison. Sa maman le laissait tout seul avec elle et était toujours entre les avions. Il a grandi avec ce manque, cette frustration et une partie de son enfance volée. L'empathie et la compassion débordaient en elle. Dicko se sentit bête,
de lui en avoir voulu toutes ces années et que finalement, tout a une explication dans la vie. Diko se demanda, mais pourquoi elle précisément? Est-ce qu'il le faisait à d'autres? Elle ne voulait pas aborder le sujet pour ne pas le vexer, mais Malik Antoine avait deviné ce qu'elle ruminait tout bas. La sonnerie de Diko les interrompit. C'était son père. Elle activa le mode avion et posa son téléphone. Son téléphone allait d'ailleurs bientôt s'éteindre. Malik Antoine lui proposa d'aller se reposer et de rentrer le lendemain. Il était déjà 2 heures. Diko acquiesça. Elle va occuper la chambre et Malik allait dormir dans le petit salon de 2 places. Tard dans la nuit, vers les coups de 4 heures, Malik Antoine essayait par tous les moyens de combattre ses démons. Était-il devenu un obsédé sexuel? Puisque la porte de la chambre n'était pas fermée, il trouva Diko dans la chambre et se jeta sur elle, avec une telle puissance qu'elle se réveilla. Il tentait de la forcer et voulait la violer. Diko essaya de le repousser. Elle cherchait quelque chose pour se défendre, car sa force ne suffisait plus. Elle ramassa un verre qui traînait à côté du lit, le cassa et avec violence le planta près de sa colonne vertébrale. Le sang jaillit. Il s'affala sur le dos et le verre transperça le cœur de Malik Antoine. Mokhtar était redevenu conscient. Ses cris fusaient dans tout l'hôpital. Lorsqu'il essaya de se lever du lit, il remarqua une chose étrange. Il était diminué. Malheureusement, les médecins étaient obligés de l'amputer. Son père avait donné son accord. C'était le seul moyen pour lui sauver la vie. Mokhtar enleva d'un geste éclair le drap qui couvrait ses membres inférieurs et aussitôt poussa un cri plein de rage. Un cri de désespoir, un cri de colère. Il ne comprenait pas ce qui l'avait conduit dans cet hôpital. Il se croyait être dans un sommeil cauchemardesque. Il tirait sur le tuyau qu'on lui avait installé. Le médecin, qui était de garde, prit ses jambes au cou et se dirigea tout droit vers la chambre de réanimation où était alité Mokhtar. Il criait toujours. Le médecin prépara aussitôt une injection afin de le replonger dans un coma artificiel. Il appela le médecin qui s'occupait de Mokhtar pour qu'il avertisse ses parents. Chez lui, en train de faire ses ablutions pour préparer la prière de Fajr, la sonnerie de son téléphone précéda l'alarme. Il termine sa prière et prit la route de l'hôpital. Mokhtar était bel et bien réveillé, mais était dans un coma artificiel administré par voie intraveineuse par le médecin réanimateur. Le papa de Mokhtar, M. Ndiaye, avait reçu la nouvelle vers 7 heures du matin. Mokhtar devait rester à l'hôpital encore quelques jours pour les soins et sédatifs avant de rejoindre son domicile. Benedek Nyarigar. Il aurait besoin d'un accompagnement psychologique et médical à la fois. Sa vie allait désormais complètement changer. Un total bouleversement. Serait-il le karma ou le sort du féticheur? Ce même féticheur avait pourtant dit à Tante Rabi qu'il n'était pas facile d'atteindre Diko et que le sort était tombé sur quelqu'un d'autre qui avait causé du tort à Diko et avait blessé son âme. Ce quelqu'un ne pouvait être que Mokhtar. Il est le seul avec qui Diko avait un lien fort. Et bien sûr, ce n'est nul autre que leur fils Suleiman. Les frères de Diko et ses proches parents se portaient très bien jusque-là. Mes chers, Kondal, def lu baax rek moo am solo. Kese, képp, donc.
10 heures à Paris et 8 heures au Sénégal, précisément au village de Malik Antoine, non loin de la ville de Thiès. Bonjour, votre correspondant est indisponible, il vous recontactera après écoute de votre message. Pour cela, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées. Après le bip, c'est à vous. Moussa appelait directement sur le téléphone de Diko qui restait injoignable. Il était toujours sous mode avion puisqu'elle avait fugué et ne désirait recevoir aucun appel de sa famille dans la nuit. La seule personne avec qui elle s'était entretenue était Moussa, son ami d'enfance et camarade de classe. Le dernier message que Diko lui avait écrit était le suivant. Malik Antoine est là, je te fais signe demain. Bye. 0h32. Moussa insistait toujours. Il avait un très mauvais pressentiment, mais essayait de rester positif et se dit que Diko était toujours en train de dormir. Oui, peut-être. Serait-elle aussi sadique? Le corps, sans vie, de Malik Antoine jonchait le sol. Cette fois-ci, ce n'étaient pas des habits tachetés de sang d'un inconnu, mais son sang qui se propageait sur son sous-vêtement blanc. Les voisins qui habitaient les cases à côté n'avaient-ils pas entendu les cris de Diko lorsqu'elle était sur le point de subir une agression sexuelle? Bizarre. Au centre de santé, le collègue médecin de Malik Antoine l'attendait toujours. Il devait rentrer lui aussi pour se reposer. Il était de garde toute la nuit. Il composa son numéro 3 fois de suite. Personne au bout du fil. Son collègue commençait à s'inquiéter. Il appela une infirmière et lui dit qu'il va s'absenter un moment et de l'appeler s'il y a urgence. Arrivé chez Malik Antoine, il trouva la porte grandement ouverte. Ce village était très calme et paisible. On n'entendait personne autour, à part les piaillements des oiseaux. D'habitude, ils sont très sociables les villageois, mais cette fois-ci, il faisait un calme plat. C'était le choc. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était sûrement un cauchemar. Il vérifia le pouls, comme Malik Antoine l'avait fait lors de l'accident de Mokhtar et ses amis. C'était la fin. Il poussa un cri tellement fort qu'un paysan qui revenait des champs l'entendit. Il essayait d'orienter ses oreilles pour voir d'où provenaient ces cris. Non! Non! Je ne saurais vous dire combien de fois il l'avait dit. Le collègue sortit alerter les voisins. Personne ne répondait. Il prit son téléphone et appela la police et une ambulance. La petite ambulance dont il disposait au niveau du centre était tombée en panne. Misère de misère. Pendant ce temps, le paysan avait, lui, peur de se rendre sur les lieux. Il se cachait derrière un arbre et observait la scène. Le collègue médecin de Malik Antoine, qui tapait dans toutes les cases, le téléphone à la main, faisant les 100 pas en attendant les secours, et la police, à savoir la brigade criminelle. Arrivés sur les lieux, ils constatèrent le décès de Malik Antoine. Aïdal de Yamsi Bopu Borom. Le malheur n'arrive jamais seul. Ils ont alors recueilli des objets qu'ils ont mis dans des sachets blancs en plastique qui serviront plus tard pour les enquêtes. Il y avait parmi ces objets le téléphone de Malik Antoine qu'ils ont trouvé bloqué sous l'oreiller qui était sur le canapé où il avait décidé de dormir cette fameuse nuit. Également, un couteau qui était dans la poche arrière de la victime. Les tessons de verre et le verre qui avait servi à poignarder la victime aussi ont été recueillis. De par leur expertise, ils comprirent que ce n'était pas un crime prémédité. Une bagarre avait forcément eu lieu. Reste à déterminer les circonstances du crime. Ils avaient aussi remarqué un chargeur de téléphone branché sur la prise de la chambre.
Pourquoi le téléphone de Malik Antoine était précisément là-bas, alors que la batterie était presque à plat? Qu'est-ce qui l'empêchait de charger son téléphone dans la nuit? Quelque chose leur disait qu'il n'avait pas dormi dans la chambre. Deux verres, l'un à moitié plein, étaient aussi sur la petite table du salon. Une vieille photo d'un jeune garçon avait été trouvée dans le porte-monnaie de Malik Antoine. Les pistes étaient déjà claires, du moins, presque. Où Diko pouvait bien se trouver? Où se cachait-elle? Où Diko pouvait bien se trouver? Où se cachait-elle? Pendant que certains membres de l'équipe de la brigade criminelle étaient à l'intérieur de la case, deux autres policiers étaient restés dehors pour surveiller le lieu où s'est déroulée la scène de crime. Les alentours de cette dite demeure où logeait le jeune médecin et ancien camarade de Diko, Malik Antoine, étaient sous surveillance. Le collègue était aussi hors du lieu de crime. À peine sortis, ils apercevaient le paysan avancer à grands pas. L'odorat développé et la puissance du système olfactif des canidés auraient pu détecter l'étrange angoisse que dégageait ce paysan. Savait-il quelque chose? Était-il témoin oculaire ou auriculaire des faits? Étrange. Quelques questions ont été posées aux collègues. Le paysan fut interpellé et presque arrêté car il avait tout bonnement l'air de vouloir s'échapper. Suspect numéro 1? En tout cas, ces tremblements pouvaient bien provoquer un tremblement de terre. Il gigotait de partout. Le collègue était serein, mais gardait une amertume et une douleur intense dans sa poitrine. Il était abattu. Tout s'est passé si vite. Les policiers avaient récupéré les coordonnées du paysan et de ceux du collègue de Malik Antoine pour les besoins de l'enquête. Les derniers appels entrants et sortants de Malik Antoine ont été localisés et retracés, y compris celui de Diko. Sauf que le numéro de Diko n'était pas dans son répertoire. 16 ans après, c'était le premier appel émis par Diko vers Malik Antoine. Il avait aussi échangé avec deux de ses collègues pour les courses qu'il devait effectuer avant de recevoir l'appel de Diko. Tous les appels ont été retracés. Chacun des appelants a été entendu, sauf bien sûr Diko. Diko avait appelé Malik Antoine ce jour avec son numéro professionnel. Impossible d'écouter la conversation. L'entreprise devait forcément entrer en jeu et en plus, l'appel n'avait duré que quelques secondes. Moins d'une minute. Sûrement une erreur. Le lendemain, visite inopinée au village sur les lieux du crime. Avec le bornage téléphonique, le téléphone de Diko avait pu être localisé. Ils ont été conduits jusque devant la case du paysan. Il a été arrêté et devait être conduit directement au commissariat central pour meurtre. Sur le chemin, le téléphone du chef d'équipe sonna. C'était le commissaire. L'auteur du crime s'était dénoncé. Diko se tenait devant le commissaire. Diko détala et versait de chaudes larmes. Elle venait de commettre l'irréparable. Elle s'arrêta un moment. Trop tard, Diko cogna un homme baissé en train de détacher son bouc. Elle s'affola. Le paysan était étonné de voir une jeune fille à cette heure. Et il y avait du sang sur elle. Diko voulait simplement partir et s'éloigner le plus rapidement possible de cette zone. Le paysan la secoua pour qu'elle parle. Elle poussa d'un geste brusque et brutal sa main et continua de courir. Sans s'en rendre compte, elle fit tomber son téléphone et bien sûr, le paysan qui suivait Diko des yeux
le ramassa. Il se dit que Diko allait sûrement revenir lorsqu'elle va s'en apercevoir. Il tenait à savoir ce qui s'était passé cette nuit, ou plutôt ce fameux matin. Quel curieux! Arrivé à la police, le paysan s'écria. « C'est elle que j'avais vue. Je n'ai rien fait, c'est elle. Ramonnani de Fuljam. » À l'occasion du récital de Coran chez Mokhtar, Diko était vêtue d'un boubou rose et un châle blanc sur sa tête. Pour dormir, elle avait gardé son cuissard et eau noire. En fuyant, elle avait sûrement ramené ses habits avec elle. Elle avait une sale mine. Plus de traces de sang, mais elle était plutôt crasseuse. Le paysan la toisait. Il la regardait avec mépris. Diko a été entendue, arrêtée, puis placée en garde à vue. Elle avait tout avoué. Elle avait certes commis le crime, mais c'était pour se défendre car la victime avait pour intention de la violer. Elle a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Le paysan fut relaxé, purement et simplement. Après avoir confisqué le téléphone de Diko, Diko a demandé à contacter son père, son ami Moussa et son employeur. La police a alors prévenu elle-même les personnes à contacter. Elle a d'abord appelé le père de Diko qui s'est rendu immédiatement au commissariat central de Thiès. Monsieur Faye était en réalité sur le point de contacter la police pour disparition. Et voilà qu'on lui annonce l'arrestation de son unique fille. Il a informé les parents de Mokhtar qui étaient aussi dans une recherche active. Mokhtar n'était pas au courant. Il devenait dépressif. Il suivait désormais son traitement auprès de sa famille et devait commencer à voir un psy. Suleiman était d'une sérénité étrange et déconcertante. Assis dans son coin, il n'avait pas l'air choqué. Il observait, sans grincher, tout ce qui se déroulait entre ces deux maisons. Il était très calme, le petit Suleiman, et surtout très discret et intelligent. Il avait d'ailleurs sauté quelques classes. Il était en 6e et n'avait pas fait l'examen du CFE. Il était resté chez ses grands-parents maternels pour lui éviter de voir Mokhtar, son père dépressif. À Paris, Moussa recevait un appel du Sénégal. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait pas de nouvelles de son ami. Il décrocha. C'était le policier au bout du fil qui lui annonce l'arrestation de Diko et qu'elle a tenu à ce qu'il soit mis au courant. Moussa avait perdu tout équilibre et s'affala sur sa chaise de bureau. Pas de discussion ou d'éclaircissement. Le policier passa l'information et raccrocha aussitôt son téléphone. Moussa appela dans la même seconde la maman de Diko qui lui confirma les faits et tout ce qui s'était passé jusqu'à mentionner le nom de la victime, Malik Antoine. Moussa était déboussolé. Il ne comprenait absolument rien à cette histoire. Malik Antoine avait été tué, Diko en garde à vue. Il essayait de faire des rapprochements pour comprendre ce qui aurait bien pu se passer. Moussa voyait souvent Louise, leur camarade de classe de la 6e au collège catholique de Thiès, qu'il avait rencontré dans le 18e. Louise travaillait dans un cabinet d'avocats à Paris. Dans ce même cabinet se trouvait un génie. Oui, une tête. Un garçon de 16 ans qui avait clairement un QI plus élevé que les autres garçons de son âge. Il avait bénéficié d'une bourse très tôt après le bac qu'il a décrochée au Sénégal à l'âge de 14 ans. 2 ans à Harvard pour des études de droit. Un Harvey Specter en plus jeune. Moussa appela Louise pour lui annoncer cette terrible nouvelle. L'arrestation de Diko et Malik Antoine qui ne faisait désormais plus partie de ce monde. Louise avait répété naturellement ce que Moussa venait de lui dire. Quoi? Malik Antoine est mort? Et Diko est en quoi? Non, ce n'est pas possible. En entendant le nom de Malik Antoine qui résonnait encore dans ses oreilles, le jeune Harvey Specter, au charisme impressionnant, oui,
Le génie, qui venait de remettre des dossiers à Louise, avec ses lunettes de geek, fit tomber la tasse de café qu'il buvait juste devant elle. Louise était dans la même classe que Diko, Moussa et Malik Antoine. Elle était restée avec Diko au collège quand Moussa et Mokhtar avaient quitté l'établissement en 2007. Et c'est après l'obtention du baccalauréat que Louise s'est retrouvée en France pour les études universitaires. Au collège, elle était la chef du groupe et poussait les autres à se moquer des autres camarades, plus discrets et introvertis. Louise avait un fort caractère, une leader née. Elle n'en faisait pas bon usage, d'autant plus qu'elle utilisait cette force de caractère pour rabaisser les autres et imposer ses lois. Le trait de caractère prédominant chez l'enfant cause souvent des comportements démesurés et inconscients. L'enfant est dépourvu de méchanceté. Il est le reflet de ses parents si on met de côté sa propre personnalité. À travers un enfant, nous découvrons le type de parents et leur âge mental. La bonne nouvelle est que Louise avait grandi et devenue une grande dame, consciente et soucieuse de l'impact de ses faits et gestes chez les personnes qui l'entourent. À l'annonce de la situation que vivait Diko au pays, Louise ressassait dans son esprit les nombreuses fois où Diko se réfugiait dans un coin de la classe ou derrière la cantine de l'école pour se vider. Ce n'était pas la grande amitié entre Diko et Louise et elle s'en voulait. Son expérience au cabinet lui a permis de développer une certaine empathie et de comprendre les différents types de personnalités. Le voleur, le violeur, le manipulateur, le toxicomane, l'assassin, le tueur en série, le pédophile, en réalité ne sont pas des coupables, mais des souffrants. Au cabinet de Louise, ta dextérité a pris des vacances ? Demanda Louise au jeune Harvey Specter. Désolé maître. Un proche, ce Malik Antoine ? Demanda l'assistant d'un air anxieux et confus. Je viens d'être informé d'une terrible nouvelle. Une ancienne camarade de classe a été arrêtée et l'autre est décédée. J'ignore les circonstances de sa mort, mais je suis à 99% sûr qu'on n'a pas toutes les informations. Moussa ne m'a rien dit. Là, je suis déboussolée. Tiens, occupe-toi s'il te plaît du dossier de Madame Dubois. Il faut que je rentre. Je ne me sens pas bien. Lui se leva. Elle avait un mouchoir sur le visage pour cacher ses larmes et comme si elle voulait s'enfuir, sortit immédiatement et laissa seul Little Mike dans son bureau. Le lendemain, Diko rencontrait son avocat commis d'office. Les questions habituelles lui ont été posées. Elle est revenue dans les moindres détails sur le déroulement des faits. Elle nia, vraisemblablement, l'intention de mettre fin à la vie du défunt. Au cours de leur entretien, Maître 6 signifia à sa cliente que l'enquête a été clôturée grâce à son aveu, ce qui a été déjà rassurant, et allégera normalement la sentence. Nous allons nous pencher dans un premier lieu sur la question de la nature pour écarter l'homicide volontaire. D'après l'autopsie, l'arme qui a servi à tuer la victime a été très bien visée. Mais nous allons tout de même justifier cela par le fait qu'il n'y ait pas eu une deuxième tentative pour l'achever. Il est tombé de lui-même et le verre a transpercé son cœur. C'est bien ça ? Oui, répondit timidement Diko avec une voix tremblotante. Maître 6 renchérit. Une instruction judiciaire est toutefois obligatoire dans ce cas de figure, c'est-à-dire que le dossier sera désormais entre les mains d'un juge d'instruction qui sera saisi par le procureur pour une reconstitution des faits. Ça va aller. Si on ne perd pas de temps, le procès pourra se tenir le plus rapidement possible. Pour le moment, tu peux réfléchir sur d'autres détails sur la relation que tu entretenais avec Malik Antoine. Chaque détail compte, ne l'oublie pas. En sortant, Maître 6 croisa une dame qui était en sanglots et réclamait sa fille Diko. « Ma fille n'a pas tué, c'est une innocente. Je veux la voir, j'ai le droit de la voir. Ceci ne peut pas être fortuit. Dañoo yak sama doom. Loxora bi set aussi. Tout ça à cause de Faye.
Je ne souhaitais pas que ma fille aille vivre auprès de cette sorcière de Rabi. Elle ne m'aime pas. Comment pourrait-elle supporter ma fille? Les surveillants pénitentiaires l'immobilisèrent et tentaient de la calmer. Elle était hystérique et était dans tous ses états. École du petit Suleiman. C'était l'heure de la récréation. Les élèves se ruaient vers la cour de l'école. L'énergie débordante des préadolescents et leur insouciance forçaient le sourire sur le visage de la surveillante de l'école qui les observait silencieusement et avec intérêt. Les uns couraient, les autres qui semblaient les plus matures échangeaient avec le professeur de sciences naturelles, M. Sen. Un autre groupe d'intellos et de geeks se disputait le titre du plus cultivé par une série de questions pour un savant, pour ne pas dire pour un champion. D'autres arrachaient de leurs dents leur goûter fait avec amour par leur maman ou acheté à la cantine. À travers tout ce reluisant décor et cette énergie innocente et positive qui se dégageait, la surveillante s'arrêta sur un jeune garçon qui s'est d'un coup éloigné du groupe pour s'isoler. Il était presque au sol, assis sur une marche, son sac à dos posé sur ses petites jambes pliées sur lesquelles il s'était couché, posant délicatement sa joue droite. Cette attitude interpella Madame la surveillante qui se rapprocha du garçon pour essayer de comprendre pourquoi il ne restait pas jouer avec ses camarades. C'était Suleiman. À toutes les questions, il répondait « ça va ». Il était très avare en paroles ce Suleiman. Il n'était donc pas malade. Mais qu'avait-il donc? La surveillante insistait, mais Suleiman restait finalement muet en se cachant à l'aide de son sac à dos. Elle décida alors de convoquer son grand-père paternel avec qui il vivait, qui lui expliqua la situation dans les deux familles et que le petit Suleiman était peut-être affecté par la situation que ses parents étaient en train de vivre. La surveillante était frappée de stupeur. Elle ne s'attendait pas à entendre une telle nouvelle. Il a quand même fait fi de la détention de Dicko et n'est pas rentré dans les détails. Il avait décidé, sans nul doute, de convoquer le fameux Soutoureux qui représente une valeur culturelle au Sénégal. Le Soutoureux renvoie à la discrétion, aux réserves ou dans d'autres cas à la prospérité et à l'abondance. La surveillante suggéra alors à M. Ndiaye, grand-père paternel de Suleiman, qu'il serait péremptoire qu'il rencontre un psychologue pour enfants pour l'aider à traverser ces moments et surtout éviter que ça puisse impacter son cursus. M. Ndiaye n'était pas emballé par cette idée. Il ne jugea pas nécessaire de faire rencontrer à son neveu un psychologue. Mais pourquoi alors? Peut-être que Soutoureux aura une réponse. Au commissariat central, après 96 heures de garde à vue, Dicko devait comparaître devant le juge d'instruction. Sous mandat de dépôt, Dicko fut déféré et en attente de son jugement devant la présidente de la chambre criminelle et le procureur de la République. Dicko allait faire face au procureur le plus redoutable de la ville, le chevronné procureur Ngom. Difficile de le voir afficher un sourire sur son visage. Très sévère et à cheval sur la loi et les principes de l'impartialité et de la neutralité. Les jours passaient, mais pour Dicko, c'était des secondes qui passaient. 24 heures représentaient pour elle 87 600 heures, d'où une décennie entière. Dicko était passé aux aveux et donc devait s'attendre à un tel revirement. En prison, elle ne cessait de repenser à son enfance, le manque d'empathie des personnes qui l'entouraient, à Mokhtar, son fils Suleiman qu'il n'avait pas vu depuis des semaines, sa badienne Rabi qui était à l'origine de tout ce qui lui arrivait. Elle réfléchissait beaucoup en prison et se remettait aussi en question. Et si elle avait sa part de responsabilité dans ces multiples péripéties? Et si elle était une proie aux yeux des prédateurs et des tracteurs? Ce n'était pas fortuit que tout ceci lui arrivait à elle. Dicko était caché du soleil, mais ses rayons émergeaient dans sa tête, qui était plutôt bien faite. C'est dans l'obscurité qu'elle commençait à voir clair. Oui, Dicko commençait à y voir plus clair. La mauvaise décision aurait été de s'apitoyer sur son sort. Quel mental! Dicko avait certainement besoin de se couper du monde. Qui sait? Procès,
Sont présents à l'audience la présidente de la Chambre, les deux assesseurs, le procureur Gomme et les avocats. Dans la tribune, parents de Diko et de Mokhtar, Moussa, arrivé à Dakar dans la semaine qui a suivi l'arrestation de Diko, proches parents, tante Rabi et Awa. Présidente, l'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Diko. Je me nomme Diko Faye, nationalité sénégalaise, âgé de 30 ans, né à Thiès, profession responsable logistique à Dakar. Maître 6, avocat de la défense, 15 ans d'expérience. Maître 6, avocat de la partie civile, 13 ans d'expérience. Ouverture du dossier, puis rappel du déroulement des faits par la présidente de la Chambre et des accusations à l'endroit de Diko. L'interrogatoire. Levez-vous. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez l'ensemble des faits qui vous sont reprochés? Aucun fait, certains faits. Et Diko de répondre. Je voulais me défendre. Je n'avais aucune intention de mettre fin à sa vie. Vous admettez avoir retrouvé la victime dans son propre domicile? Oui, mais j'avais besoin d'une oreille attentive. Personne ne m'aimait. Votre dossier révèle un coup brutal du verre que vous avez sciemment cassé qui a entraîné la mort du défunt Malik Antoine. Qu'il est aussi rentré dans la chambre et a essayé de vous violer sans arme et pourtant vous l'avez tué. Non, il n'avait pas d'arme, mais je me sentais en danger. Diko Faye, comment vous décririez l'ambiance à la maison, l'éducation que vous avez reçue de vos parents, leur comportement envers vous? J'étais souvent corrigée par ma mère quand je faisais des bêtises. J'étais très souvent privée de sortie. J'ai reçu une éducation stricte. Diko Faye, avez-vous des amis? Non, présidente. J'ai un seul ami et c'est Moussa. Nous étions dans la même classe au collège avec Malik Antoine. Bien. Procureur? Sinon, l'avocat de la défense. Maître 6. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le procureur et assesseur, cher public. Ce dossier me tient énormément à cœur, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire sensible et dont nous avons deux victimes. Oui, Diko Faye est une victime car a été sujet depuis son enfance de violences, d'injures et d'intimidation. Vous l'avez entendu, Madame la Présidente, elle ne sait même pas comment se faire des amis. Vous pensez que cela n'aura pas de répercussions sur son vécu? Objection, dit Maître C. Il n'est pas dans les faits, il extrapole et est très évasif. Demandez-lui d'en venir aux faits. Objection retenue. Venez-en aux faits, Maître 6. Bien, Madame la Présidente, je vais vous prouver que malgré qu'elle ait été à l'origine de la mort de Malik Antoine, Diko s'est tout simplement défendu, et une défense à la hauteur de l'attaque, d'où une pure et simple légitime défense. J'appelle M. Sagna, directeur des ressources humaines de l'entreprise où travaille Diko. Installez-vous, M. Sagna. Que pouvez-vous nous dire de votre subordonné? Diko était parfois sur la défensive. Ses collègues ne parvenaient pas à la cerner à cause de ses sautes d'humeur. Lors des réunions, elle ne s'exprimait quasiment pas. Elle était dans sa petite bulle, mais faisait bien son travail. Un lundi matin, M. Sagna convoque Diko dans son bureau. Le téléphone de Diko sonna et c'était M. Sagna au bout du fil. « Auriez-vous un instant, mademoiselle Faye ?»« Oui, tout de suite » répliqua-t-elle. « Oui, dans mon bureau » dit M. Sagna. « D'accord » dit-elle. Diko posa le téléphone et son cœur commença à battre la chamade. « Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir de si tôt ?» se demanda-t-elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers le bureau de M. Sagna. Elle toqua à la porte et entra. Elle s'assit. M. Sagna l'observa un moment et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Faye ?»« Moi? Pourquoi une telle question? Non, je vais très bien, M. Sagna. Pourquoi ?» Il ajouta « On ne répond pas une question par une question, mademoiselle Faye. » Il la fixa à nouveau comme s'il voulait transpercer son regard et reformule sa question. « Avez-vous un problème ?» Elle nia et affirma que tout allait bien. M. Sagna décida alors d'être factuel en lui exposant son comportement avec ses collègues, son côté limite lunatique
Sa personnalité ambiguë est très difficile à cerner sans porter de jugement. Il retraça d'un trait quelques incidents qui avaient eu lieu au sein de son département. Diko éclata en sanglots. Il la consola et lui offrit un verre d'eau, puis lui tendit un mouchoir. Puis ajouta « Je vous écoute, mademoiselle Faye ». Diko, alors, partagea son enfance et toutes les péripéties par lesquelles elle est passée, les séries de violences verbales, psychologiques, les trahisons. On pouvait lire sur le visage de M. Sagna de la compassion et de l'amertume. Cette discussion lui a permis de comprendre beaucoup de choses sur elle. Retour au tribunal. Maître 6. Merci, M. Sagna. D'après vous, Diko aurait alors subi un traumatisme. Quelle relation avait-elle avec ses collègues? À part ses sautes d'humeur, elle était très serviable et était toujours prête à prêter main forte. Elle est intelligente et très généreuse. Pensez-vous qu'elle puisse être capable de commettre un crime? Je ne le pense pas. Maître 6, à son tour. Merci, M. Sagna, pour votre témoignage à titre de renseignement. J'en ai fini avec le témoin. La présidente s'adressant à l'avocat de la partie civile. Des questions pour le témoin? Maître 6. Vous avez tout de suite dit qu'elle était très souvent sur la défensive. Elle avait des sautes d'humeur. Madame la présidente, l'accusée a aussi révélé qu'elle n'avait pas d'amis. Mais c'est une sociopathe, cette fille. Elle a tué de sang-froid. Elle cache bien son jeu. La victime, Malik-Antoine Gomis, ne l'a pas violée. Il y a certes eu des tentatives, mais n'a jamais eu des relations non consenties avec Diko. Et aucune preuve fondée ne confirme les attouchements qu'il lui faisait. Monsieur Sagna, Diko a-t-elle une fois fait preuve de violence au sein de l'entreprise? Elle a une fois eu une altercation avec un collègue, mais elle ne ripostait jamais. Elle s'absentait même après des disputes pour éviter toute confrontation. Maître 6. Madame la présidente, cela prouve tout simplement que c'est une folle. Elle a jeté son dévolu sur le pauvre Malik-Antoine. Qui? Objection présidente. Objection retenue. Maître C n'a pas à juger ma cliente. Il n'a nullement le droit de la traiter de folle. Il fait fausse route. Présidente. Évitez les jugements et concentrez-vous sur les éléments du dossier. Entendu, Madame la présidente. Je n'ai plus de questions pour M. Sagna. Mais il faut retenir que le défunt a été sauvagement tué. Un jeune qui a fait le choix d'aider son prochain en se spécialisant en médecine. Oui, il était un digne médecin qui a sauvé la vie de beaucoup de patients dans le village où il servait. Je vous demande, de grâce, d'appliquer la perpétuité à Diko Faye pour homicide volontaire. Plus rien à ajouter. Maître 6. J'aimerais appeler mon deuxième témoin, Moussa Thiam à la barre, camarade de classe et ami de Diko. Le jour du crime, vous êtes la dernière personne avec qui Diko s'est entretenu. Étiez-vous au courant de ce qu'elle vivait? Moussa Thiam. Non, elle ne m'avait jamais rien dit. Je ne savais pas qu'elle vivait tout ça, même si j'avais remarqué que notre défunt ami avait un comportement bizarre avec Diko. Quel genre de comportement? Il la fixait tout le temps du regard et il paraît qu'il prenait ma place quand je m'absentais. Pensez-vous qu'il était amoureux d'elle? Oui, je le pensais. Ok. Elle avait fugué et était chez Malik-Antoine parce que sa tante Rabi l'avait marabouté. C'est bien cela? Oui. Ça, elle me l'avait dit, mais je lui avais conseillé de dormir et de rentrer chez elle dès le lendemain pour ne pas envenimer la situation. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est la police qui m'a prévenu. Maître 6, dans sa déclaration, Diko dit que vous étiez très protecteur, vous étiez toujours là pour la défendre. Au fil des années, avait-elle changé de comportement ou elle était restée douce et pacifique? Non, rien n'a changé. Diko n'a jamais aimé les problèmes. Elle était aussi très digne. Une fois, elle avait même refusé que je lui paye son goûter. Mais j'avais compris qu'elle n'avait pas d'argent, mais elle a préféré garder sa dignité et se payer un biscuit avec la pièce de 100 francs qu'elle avait. Maître 6, je vous remercie, Monsieur Thiam, c'est tout. Madame la présidente, vous avez vous-même entendu que Diko est tout sauf une personne violente. Vous avez devant vous une fille calme, innocente qui a reçu une très bonne éducation basée sur nos valeurs et nos croyances. Je vous demande de la libérer purement et simplement. Je n'ai plus rien à dire. Présidente de la Chambre. Silence dans la salle. L'avocat de la partie civile, avez-vous des questions? Maître C. Merci, Madame la Présidente.
Étiez-vous au courant que Diko a eu un enfant hors mariage, une vagabonde bipolaire, sociopathe et iconoclaste que Maître 6 ose appeler innocente? En classe de terminale, elle s'est fait enceinter par un jeune homme qui répond au nom de Mokhtar Ndiaye. Ce même Mokhtar a été victime récemment d'un grave accident sur l'autoroute. Il est actuellement en convalescence, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté. Et figurez-vous qui a porté secours à Mokhtar? Eh bien, le défunt Malik Antoine qui était dans les parages a eu la générosité d'apporter de l'aide aux victimes de ce terrible accident. Lui que vous appelez violeur était celui qui sauvait des vies et n'hésitait pas à aider son prochain en difficulté. Et encore, pour une famille adepte de maraboutage, de ndiabar, de magie noire, qu'est-ce qui nous dit que Diko n'a pas jeté un sort à Mokhtar tout simplement pour lui ôter la vie parce qu'apparemment il s'est joué de ses sentiments, foutaise. Contrôlez votre langage, maître, cria la présidente. Maître Si, je retire, madame la présidente. Comprenez que cette fille Diko Faye a commis un crime. Elle n'est pas ce qu'elle incarne. Elle essaie tout simplement de se venger du monde. Et Malik Antoine en a subi les conséquences. Il serait dangereux de la laisser continuer à errer dans la société. Elle mérite la prison à vie. Mon témoin, M. Ning, collègue et ami proche de Malik Antoine, devait se présenter mais a été retenu par le travail. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le procureur, chers assesseurs. Le verdict. La Chambre, statuant en matière de crime et en premier ressort, déclare l'accusé Diko Faye coupable d'homicide sur la personne de Malik Antoine. La condamne à une peine de 20 ans de travaux forcés. Reçoit la constitution de la partie civile, Madame Gomis, lui alloue pour toute cause de préjudice confondue la somme de 50 millions. L'accusé, Diko Faye, a un délai de 5 jours pour interjeter appel. Pour quelqu'un qui ne s'exprimait pas et taisait ses ressentis, Diko poussa un cri assourdissant qui résonnait encore dans la salle d'audience. Elle se jeta sur le sol. Son avocat était déçu de la décision du juge. Quel triste sort pour Diko. Les cris, la douleur et la déception pouvaient se lire sur les uns. Sur les autres, c'était un soulagement sans plus, car cette peine ne pouvait pas faire revenir leur bien-aimé fils, Malik Antoine. Hélas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moussa était inconsolable. Il essaya d'aller vers Diko, mais les policiers se sont mis en travers de son chemin. Père, mère, frères et proches étaient submergés par la douleur et la tristesse. L'ambiance était chaotique. Même les chaises n'étaient plus à leur place. Tante Rabi avait l'air de se sentir coupable. Elle avait même versé des larmes. Peut-être avait-elle regretté son acte satanique. Diko fut conduit par les policiers hors de la salle d'audience. Son avocat était déjà dans une perspective d'une voie de recours auprès du greffe par déclaration. Qu'en sera-t-il de l'appel? Quelques jours après, Louise avait contacté Moussa pour s'enquérir du verdict qui a été prononcé. Elle n'était pas très surprise. Louise s'en doutait pour avoir eu écho du manque de rigueur de l'avocat Maître 6 qui lui a été commis d'office. Moussa était d'un soutien infaillible à Diko. Il faisait tout son possible pour la faire sortir d'affaire. Un mois après le verdict, Moussa était rentré en France et était passé voir Louise au cabinet. Little Mike, le surdoué et assistant de Louise qui se trouvait à côté, enregistrait tout ce qui se disait. Moussa et Louise discutaient de l'affaire de Diko tout en se rappelant leur passé d'adolescent à Thiès. Moussa sollicitait l'aide de Louise sur cette affaire. Il était inconcevable pour lui que Diko reste en prison pendant toutes ces années après tout ce que Malik Antoine lui a fait subir. Je ne pouvais jamais imaginer un tel acte venant de Malik Antoine. Diko vivait tout ça alors? Mince, dit Louise d'un air abattu, posant son coude sur le bureau et sa main pliée sous son menton. Little Mike se leva brusquement de son siège. Il avait repris les recherches sur ce dossier et ce fameux Malik Antoine. Quelques jours plus tard, précisément un mardi à 10 h, Little Mike se présenta dans le bureau de sa chef, Louise, et avec un ton bien loin d'être plaisantin, « Je veux récupérer le dossier de Diko. Je rentre au Sénégal. »
Louise n'en croyait pas ses oreilles. « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas plaider un aussi lourd dossier. Tu n'as pas l'expérience. » Et Little Mike de répondre. « N'est-ce pas qu'ils ont interjeté appel? J'ai le temps. »« Mais pourquoi ?» enchaîna Louise. « Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi un tel sacrifice? Tu veux tout plaquer pour rentrer au Sénégal? Tu es devenu très bizarre depuis que tu es au courant de cette affaire. Tu manques même de concentration. » Little Mike lui dit avec un ton sec, mélangé d'empathie et de haine, « Ce dossier est le mien. Maître, je vais gagner ce procès. Crois-moi, ceci pour vous. » Bref, en tout cas, ça sera mon entrée sur les scènes d'audience dans mon pays natal. Venger qui, Mike? J'ai un appel, il faut que j'y aille. Little Mike lui montra le dos et Louise murmura. Il est bizarre, lui. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui lui prend? En plus, il parle de vengeance. Louise appela de suite Moussa. Tu sais quoi? Mon assistant est devenu complètement fou. Il dit vouloir prendre le dossier de Dicko en main. Il est très bon, mais trop jeune pour ce genre de dossier. Tu t'imagines? Il ne maîtrise même pas la loi sénégalaise. Mais c'est une très bonne nouvelle, dit Moussa. En tout cas, je ne le laisserai pas seul dans cette affaire. Si telle est sa décision, je le rejoindrai après avoir bouclé le dossier de Madame Dubois. Dicko n'était pas mon ami, mais je compte l'aider dans cette affaire. Sacré Mike, trop obstiné ce garçon. 2 ans plus tard, à l'aéroport de Diass, Moussa décide de rentrer au Sénégal. Il venait souvent voir Dicko et sa famille, puis repartait. Louise avait retrouvé Little Mike 3 mois après son arrivée au Sénégal. Dicko était toujours en prison. La mise en état de l'appel et l'audience tardaient. Little Mike assistait l'avocat de Dicko, Maître 6. Il devait obligatoirement rassembler les preuves pour disculper Dicko. Little Mike allait souvent voir Dicko en cellule, ainsi que la famille de Dicko. Il avait aussi rencontré Tante Rabi à Dakar, qui lui avoua son désir ardent de nuire à sa nièce Dicko, mais qu'après le verdict, elle s'était rendue chez le marabout pour tout annuler, et qu'elle regrettait sincèrement son acte. Little Mike était pointilleux dans sa recherche. Il ne laissait aucun détail. Pour lui, chaque détail comptait. Il s'était rendu à l'école que fréquentait Dicko en 2006 et avait échangé avec quelques de ses camarades de classe qui étaient toujours dans la région. Et bien sûr, Mokhtar, qui s'était bien rétabli et marchait désormais avec un prothèse. Son handicap n'était plus trop visible. Awa, fille de Tante Rabi et cousine de Dicko, avec qui elle vivait à Dakar, cherchait elle-même à rencontrer le surdoué, qui commençait déjà à se faire un nom dans la région. Pourquoi était-elle allée vers lui? Avait-elle quelque chose à lui révéler? Nous sommes au jour du procès. Quel sera le verdict? Dicko risque-t-elle de purger sa peine? 2 années se sont écoulées quand Dicko se présenta enfin devant la présidente de la Chambre et l'indomptable et redoutable procureur Ngom de la ville de Thiès. Dicko n'avait pas son uniforme pénitentiaire. Elle portait un pantalon blanc avec des motifs gris, une chemise blanche et un foulard blanc sur sa tête. C'était sa couleur fétiche, une couleur qui matchait bien avec son caractère inoffensif et sa pureté d'esprit. Son visage criait l'innocence. À cet instant précis, aucune émotion n'était visible. Dicko semblait différent, non pas par l'aspect physique, mais de par son aura. Elle dégageait une certaine assurance avec une once de sobriété. Et l'audience criminelle fut ouverte. Veuillez vous asseoir. Dicko est appelé à la barre. Il y avait dans la tribune du public les parents de Dicko, M. Sagna, l'actuel directeur du collège qu'elle avait fréquenté, Tante Rabi, Awa, Louise, Moussa, Mokhtar et ses parents. Le paysan était aussi de la partie et d'autres spectateurs. Souleymane, le fils de Mokhtar et de Dicko, allait avoir 12 ans cette année. Madame Gomis, mère de Malik Antoine, représentait la partie civile. Quelques membres de sa famille étaient aussi présents. Comme à l'accoutumée, le greffier revient sur les chefs d'accusation et objets de la détention. Les 2 avocats de Dicko, dont Maître 6 et Little Mike, de même que l'avocat de la partie civile, faisaient face à la présidente, le procureur, les assesseurs et le greffier. Maître 6 entama sa plaidoirie
après avoir salué l'assistance. Il fallait, en s'appuyant sur les preuves dont il disposait, écarter l'homicide volontaire. La voix de Maître 6 faisait trembler la salle. C'était loin d'être un monologue, car Maître 6, avocat de la partie civile, arrivait à l'interrompre et installer le doute de par la pertinence de ses objections. Cette fois-ci, le collègue de Malik Antoine devait témoigner à la barre. Il n'avait auparavant jamais eu écho de tels faits. Ils étaient très proches et selon lui, Malik Antoine avait un grand cœur. Son collègue et la sœur de Malik Antoine ont rendu leur témoignage. La salle était émue. La sœur de Malik Antoine était revenue sur la façon dont son frère s'occupait d'elle après le décès de leur père. Leur maman qui s'absentait tout le temps et Malik Antoine qui était toujours présent pour elle. Pendant ce temps, Little Mike tordait le mouchoir qu'il tenait entre ses mains, comme pour se retenir. Il semblait très agité et serein à la fois. Il gérait incroyablement bien ses émotions, ce sacré Mike. Autour du témoignage du paysan, toujours en faveur de la partie civile. Que savez-vous du défunt? Le connaissez-vous? Était-il aimable? Lui posa la présidente. Le paysan confirma les dires de la sœur de Malik Antoine. Il n'hésitait pas à lui tenir son bouc quand il revenait des champs avec du bois, parfois, ou des sacs de légumes. Il était toujours correct. Et c'était la toute première fois qu'il voyait Dicko. Le paysan ajouta « Je l'ai vu une fois s'énerver et c'est quand j'avais décidé de lui poser la question, à savoir pourquoi avait-il tout le temps cette manie d'ouvrir son porte-monnaie et le poser sur sa poitrine lorsqu'il se promenait dans le village. Il m'avait crié dessus et m'accusa même d'indiscret et de curieux. Un jour, j'avais pu de loin remarquer la photo d'un jeune garçon dans ce porte-monnaie. C'est tout ce qui pouvait changer ses humeurs. Il doit beaucoup l'aimer. Little Mike cria fort dans la salle en l'interrompant. « Vous mentez !» Maître 6 et Maître C se tournèrent automatiquement et regardaient bizarrement Little Mike, qui se rassit sagement après le coup de marteau de la présidente. « Attendez votre tour, maître. » « Excusez-moi, Madame la Présidente. » Le paysan avait alors rejoint sa place dans la tribune du public. Little Mike se leva puis enchaîna après salutation. « Ma venue au Sénégal est animée par une seule raison. Prouver l'innocence de cette innocente Dicko Faye. Vous la voyez? À quoi vous pensez quand vous la regardez? Cette pureté, un ange dans la gueule d'un monstre. Loup est encore bien minime et ne saurait qualifier cet ignoble. » Mesurez votre langage, dit Madame la Présidente. Bien mesuré, Madame. J'ai entre mes mains des preuves palpables et j'en suis moi-même une, la preuve vivante. Mais nous allons réserver le meilleur pour la fin. D'abord une, pour vous prouver que ce jeune homme était vicieux et malade. Tenez, c'est une photo de classe de Dicko en 6e. Regardez à côté, c'est Malik Antoine. Voyez-vous le regard qu'il lui lance? Ses yeux ne regardent pas l'objectif, mais sont dirigés vers Dicko, comme pour apprivoiser sa proie. Bien, Madame la Présidente, ceci est une lettre écrite par Dicko le jour où la terre a sauté de joie avec un « Bye bye monster ». Une lettre qu'elle a glissée sous la porte d'entrée de ses parents. Dicko revient entre 6h et 7h sans éveiller de soupçon, glissa une lettre sous la porte. En nettoyant la cour avant, la ménagère est tombée sur la lettre qu'elle essaya d'ouvrir, puis la posa sur la table du salon. Suleiman était resté chez ses grands-parents maternels cette période. La veille, son grand-père lui avait demandé de prendre l'enveloppe blanche qu'il allait poser sur la table à remettre à leur directeur, un consentement parental pour une sortie pédagogique. Suleiman avait alors pris la lettre écrite par sa mère pour la remettre à son directeur, au lieu de prendre l'autre enveloppe jaune sur la table. Son grand-père avait bien précisé une enveloppe blanche, mais il avait finalement trouvé une enveloppe jaune. La lettre. « Bonjour papa, pardonne-moi, je pense que vous ne me reverrez peut-être plus jamais. J'ai commis une grave erreur. J'ai tué quelqu'un et je compte fuir. J'ai fui de cette maison. Car, depuis mon enfance, vous m'avez fait croire que vous m'aimiez,
alors que non. Vous m'avez poussé dans la gueule du loup en ne m'apprenant rien à la vie. J'ai toujours vu la vie en rose. Aujourd'hui, papa, je vais te dire tout ce que j'ai vécu sans vous. Celui que j'ai tué a tenté à plusieurs reprises de me violer en 6e. Il a essayé d'ouvrir ma braquette en plein cours. On s'est moqué de moi. On m'a violentée. On m'a fait croire que je ne valais rien. Et j'y ai cru. On m'a menti en me regardant dans les yeux. Oui, Mokhtar a profité de mon innocence et de ma naïveté pour abuser de moi. Et la cerise sur le gâteau. Tante Rabi, oui, ta soeur, papa, ma badienne me maraboutait pendant des années pour gâcher ma vie. Je l'ai entendu ce matin parler au téléphone avec son féticheur. À cause d'elle, j'ai tué. Mais je ne suis pas coupable, papa. Crois-moi, je suis innocente comme vous l'avez toujours voulu. Oui, j'ai mis fin à la vie de Malik Antoine, mais je ne l'ai pas tué. Adieu, papa. Objection, Madame la Présidente. Nous n'avons aucune preuve que c'est Diko qui a écrit cette lettre. Avez-vous des preuves que c'est bien les écrits de Diko? Demanda-t-elle. Madame la Présidente, un instant. Little Mike s'éloigna, prit une chemise, l'ouvra et se dirigea vers la Présidente. Regardez. Comparaison avec un ancien devoir de français de Diko. Les écritures étaient identiques. Little Mike enchaîna. Mais qui aurait pu être au courant de tout ceci à part la concernée, Madame la Présidente? Permettez-moi de vous montrer cette vidéo enregistrée dans la salle de classe en 2006. Avec la collaboration de l'actuel directeur, nous avons pu retrouver quelques enregistrements. Un professeur stagiaire était de passage dans leur classe cette semaine. Les cours ont été donc filmés. Vous voyez Malik Antoine, il est là. Zoomez. Encore. Vous voyez comment il se rapproche d'elle. Regardez la réaction de Diko. Parfait. Maintenant, j'appelle à la barre Olivia Gomez. Lorsque Madame Gomis, maman de Malik Antoine, entendit ce nom, elle sursauta de sa chaise et écarquilla les yeux. Qui est-elle? Demanda la présidente. Une connaissance du défunt, répondit Little Mike. Je vous prie de l'écouter et votre jugement sera enfin clair. Madame Gomez avançait doucement en traversant la salle, perchée sur ses hauts talons et sa robe qui moulait bien son corps. C'était une métisse, capverdienne, sénégalaise. Little Mike enchaîne. Que pouvez-vous nous dire de la victime? Connaissez-vous une victime de Malik Antoine? Une victime d'abus sexuels, par exemple? Moi, répondit Madame Gomez. Elle entama son storytelling. Et quand elle avait fini, Little Mike reprit. Eh oui, en effet, c'est bizarre et gênant d'entendre sa mère tenir de tels propos. La personne qui se tient devant vous répond au nom de Rémi Gomez. Oui, j'ai le nom de ma mère car ce Malik Antoine n'était pas fichu de reconnaître son fils. Oui, je suis le fils de Malik Antoine qu'il a tout bonnement choisi d'abandonner. Et aujourd'hui, je veux que justice soit faite. L'enquête des experts a révélé une possibilité de légitime défense. Malik Antoine allait la tuer car détenait un couteau qu'il avait l'intention d'utiliser. Madame la Présidente, je demande dès lors une levée de peine pour Diko et l'abandon de la somme de 50 millions à allouer à la partie civile. Vous avez devant vous une souffrante et non une coupable. 3 victimes se tiennent devant vous, Madame la Présidente. Il est certes facultatif de juger une personne en fonction de sa personnalité, mais je vous en conjure, pénétrez ses yeux et jugez-la en fonction de ce que vous voyez. Je suis sûre que vous verrez la même chose que nous tous dans la salle. J'en ai fini. Little Mike venait de clouer le bec à Maître C, avocat de la partie civile. Ils étaient tous stupéfaits. Le visage des parents de Diko, Tante Rabi, Awa et Moussa se déliait. Louise n'en croyait pas ses oreilles. Elle comprenait la réaction subite de Little Mike et pourquoi ce dossier lui tenait tant à cœur. Elle était fière, mais ressentait aussi de la peine pour lui. Maître 6 était fier de ce jeune avocat pointilleux
avec un charisme fou et d'une éloquence sans pareil. Un quart d'heure plus tard, le verdict. Dicko Faye, veuillez vous rapprocher. Vous êtes accusé du meurtre de Malik Antoine. Les témoignages rendus confirment une instabilité mentale. Si le jugement était rendu en fonction de votre personnalité, vous ne vous tiendrez pas devant moi aujourd'hui, n'est-ce pas? En dépit de ce paramètre de jugement, des preuves irréfutables ont été livrées par Maître Mike. Et sans faire fi de tout cela, considérons bien évidemment qu'il y a eu mort d'homme, et vous en êtes l'auteur. Tout compte fait, la chambre criminelle statue en matière en dernier ressort appuie la légitime défense contre feu Malik Antoine et déclare l'accusé Dicko Faye innocente d'homicide et l'annulation de la somme de 50 millions à allouer à la partie civile. Dicko était libre. Les avocats se sont félicités mutuellement. Louise et Moussa se sont approchés de Dicko avec un regard attendrissant. Moussa réussit même avant les parents de Dicko à l'éteindre et lui souffler tout doucement. Dans son oreille, avec ses yeux mouillés, « Je t'aime, Dicko ». Et ils pleurèrent ensemble. Un grand sourire se dessinait sur le visage de Louise, qui tenait la main de Little Mike, qui venait de venger sa mère. Maître Sis était aux anges. Tante Rabi se rapprocha de Dicko et lui demanda pardon. Dicko l'enlaça dans ses bras, et toute la famille, parents de Mokhtar, Awa la cousine de Dicko, le directeur de l'école, toutes les connaissances avaient formé un cercle autour d'elle. Un pur bonheur. Dicko ressentait une joie immense. De l'autre côté, la famille de Malik Antoine était dévastée et déçue. Dicko, elle, n'avait plus de menottes. 6 mois plus tard, Dicko et Moussa s'étaient installés à Dakar et sont devenus mari et femme. Louise et Little Mike étaient les témoins de leur union. Dicko et Louise étaient devenus super proches et étaient même les meilleurs amis du monde. La prison avait changé Dicko. Elle était devenue plus mature et réfléchie. Mokhtar avait repris goût à la vie et faisait son bonhomme de chemin. Mercredi matin, au collège catholique de Thiès, Suleiman, le fils de Dicko, et Mokhtar, qui vivait toujours chez ses grands-parents, est assis à côté d'une fille qui s'appelle Sophie. Il se rapproche bizarrement de sa camarade et lui lance un regard plutôt cynique.